Bien, Pierre-Yves, je te propose maintenant de passer à une partie plus européenne, plus internationale de notre Ouais, entretien. Première chose sur laquelle je t'ai vu réagir sur tes différents réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de l'action de l'Allemagne à notre égard, du fait que l'Allemagne accueille certains de nos malades. Tu semblais t'inscrire un petit peu en faux par rapport à ça et critiquer l'action allemande globale. Est-ce que tu peux éclaircir ton propos? alors, premièrement, la presse allemande elle-même, la presse espagnole surtout, parce que la presse espagnole travaille, hein, c'est pas la presse française, et, la presse anglaise, à partir de Guardian notamment, met en doute la fameuse manière allemande, qui n'est rien de plus que ce que la France aurait fait si on avait écouté le professeur Raoult, hein, c'est-à-dire des tests massifs. Mais premièrement, la courbe de mort augmente en Allemagne. Deuxièmement, je pense que l'Allemagne a des biais statistiques qui lui permettent de ne compter qu'un certain type de mort et pas d'autres. Ça, c'est une supposition. Et dernier point, et c'est là le cœur du propos, premièrement, l'Allemagne se contrefiche. Alors, je sais que il y a des régions en France où une partie de la population manque à la fois de culture politique et de loyalisme, qu'à un moment on peut compenser la lâcheté et la bêtise par un peu d'intelligence, ça ne coûte rien. L'Allemagne se contrefout, quoi qu'en pensent les Alsaciens, se contrefout d'eux, et que je suis désolé, il n'est pas pour rien que c'est dans l'Est et dans l'extrême Est qu'il y a le plus de morts, hein, contrairement à une région comme les Bouches-du-Rhône, par exemple, hein, qui, elles appliquent le bon protocole, donc statistiquement, elles ont réussi à éponger une partie de la crise. C'est aussi, il ne faut pas oublier que la Lombardie et une partie de l'Est de la France sont soumises à de très, très lourdes pollutions aux particules fines qui viennent de l'Est et d'Allemagne, et que c'est un des facteurs, ce serait l'un des facteurs aggravants, beaucoup d'équipes scientifiques et aggravants sérieux du virus, et c'est normal vu qu'on laisse des centrales à charbon bombarder les populations, mais c'est pas grave, hein, tout ce qui vient de l'autre côté du Rhin est béni pour certaines personnes, tant mieux, hein, ils les ont accueillis à bras ouverts la dernière fois, ça se refera. Mais il ne faut pas oublier que l'Allemagne ne voulait absolument pas, là elle a pris 2-3 patients de l'Est pour faire une opération de communication vis-à-vis des populations, mais elle a refusé pendant des semaines de prendre les mêmes patients, y compris les patients à son immédiate frontière, hein, c'est-à-dire des gens qui auraient pu passer de Strasbourg à Kehl. Bon, Strasbourg-Kehl, toi tu connais, donc c'est quand même pas loin, hein. Mm. Mais là, pour le coup, c'est pas grave. Il y a certaines parties de la population auxquelles tu peux faire croire en France n'importe quel calembredène, et je vais te le démontrer assez facilement. L'Allemagne a été le premier pays à saisir des convois de masques et de matériel médical qui étaient pour l'Italie. Alors maintenant, tout le monde saisit tout le monde, parce qu'une fois que les chleux l'ont fait, il n'y a pas de raison, hein. Donc, ce qui est un acte grave, c'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Après, on me dira, la France a aussi pris, là, il y a quelques jours, des masques. La France, elle avait prévenu. Elle a dit, tout ce qui sera sur notre territoire est réquisitionné. Bon, ben, tu fais passer par un territoire qui réquisitionne, etc. Là, je te parle d'Allemands qui ont rien prévenu du tout, qui ont pris des convois, qui, quand il a été question de les rendre, on dit que la marchandise avait disparu, a pu tomber du camion. Bon, le même camp national qui supporte ça parce que c'est les casques à pointe ne supporterait pas ça d'un maghrébin. Bon, ben et tomber du camion, tu vois, bon, insupportable d'entendre ça. Question Eh d'accent, bien, peut-être. C'est des question d'accent, ça doit être question sonorités. d'accent. Voilà, ça doit être ça. Hein, et le grand problème, c'est que, et ça c'est le cœur du sujet, quand on a volé 1000 milliards à l'Europe du Sud par la mécanique de l'euro, Vincent Brousseau, Jacques Sapir, Philippe Murer, qu'est-ce qu'il vous faut, Charles Gave, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous voyez, on a de tout, hein, du socialiste Sapir à l'ultralibéral Charles Gave, si vous voulez, tous les gens qui ont plus de 2 neurones sont d'accord sur un point. C'est déjà pas mal. Eh bien, quand on a volé 1000 milliards à l'Europe du Sud, on a l'obligeance d'avoir quelques respirateurs. Et encore, par rapport au Japon et à la Corée du Sud, l'Allemagne n'est pas suréquipée, loin de là. Quand on a volé 1000 milliards, alors ça, je sais que ça fait beaucoup de mal, particulièrement aux braves petits lecteurs de Boulevard Voltaire, mais quand on a volé 1000 milliards à des gens, et encore heureux que l'Allemagne, après avoir pillé toute l'Europe, en redistribue une partie aux siens, ce serait le gag. Mais bon,
prendre de l'argent des autres et faire croire qu'on appelle l'opulence, on appelait ça l'économie du Troisième Reich à une époque. Ce que certains économistes ont appelé le salaire de la destruction. Donc, quand on est capable que de ça, on ne mérite pas de louanges. C'est parce que l'euro-austérité germanique, ou ce qu'il faudrait appeler la germano-austérité, la germano-servilité, a saigné les systèmes de santé de l'Europe du Sud, et particulièrement ceux de l'Italie. L'Italie, c'est 30 000 lits d'hôpital liquidés en 5 ans. Tu m'as entendu? Ouais, je t'ai bien 30 000. entendu. 30 000. OK? Donc, voilà où on en est. Et pourquoi l'Italie a tellement de morts? Parce qu'elle ne fait pas de médecine préventive, c'est vrai. Donc, elle a des tas de gens qui ont du diabète, etc., qui ne le savent pas, qui le prennent dans la figure avec ces crises. Mais surtout parce que, et là, contrairement à ce que pensent les libéraux français, tous plus traîtres ou plus cons les uns que les autres, c'est que quand tu as 2 patients et un seul tube, eh ben, tu peux en intuber qu'un seul. Tu vois, contrairement à eux qui arrivent à entuber tout le monde. Et le grand problème, c'est que quand tu n'as qu'un seul tube, eh bien évidemment, il y a un mort. Et en réalité, cette faillite, c'est la faillite de nos systèmes de soins. Ce virus a avant tout fini de lézarder euh, disons, les édifices de santé publique de l'Europe du Sud, et entre autres l'édifice de santé publique français qui encore il y a 20 ans était le meilleur du monde, et que nous pouvons rebâtir. Il y a des tas de manières de se faire si nous sortons de ce virus, ça c'est évident, mais surtout de la crise économique qui va suivre, et que nous prenons enfin les chemins de l'indépendance. Et ce n'est pas par la germano-servilité que nous allons le faire. L'Allemagne a géré de manière catastrophique. Elle a, je le rappelle, elle a fait échouer le dernier sommet européen qui était le sommet des Corona Bonds. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a, par l'intermédiaire de l'euro, piqué 1 000 milliards de création de richesse à l'Europe du Sud. Pendant ce temps-là, elle n'a rien créé. Donc, résultat, le bilan de l'Allemagne, c'est plus 1000 parce que c'est moins 1000 pour les autres. Tu fais référence au système Target 2, là. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, si tu veux, c'est plus 1000 parce que c'est moins 1000 pour les autres. Je me fais comprendre? Donc là-dessus, pour nos d'accord. auditeurs, il faut aller voir les travaux de Vincent Brousseau, François Asselineau, les travaux globaux de l'UPR, les travaux de Jacques Sapir. Toutes les personnes qui pensent bien ont parlé de Target 2. Allez les voir, c'est important. Or, C'est une clé le de gros lecture. problème, c'est que là, tu es d'accord qu'à l'échelle de la zone, il n'y a pas de création de richesse, il y a déport de richesse. On est d'accord? Tout à fait. Moins 1000 plus 1000. OK? Et donc, l'Allemagne ne veut pas rendre une partie de cet argent qu'elle a pourtant détourné. Parce que c'est une part de détournement, qu'on le veuille ou pas, qui d'ailleurs se retournera contre les cheleux. Il faut quand même qu'ils le sachent, parce que personne ne paiera à la fin des fins le target. Mais ça, c'est un autre sujet, et je pense que ça a déjà été traité très techniquement et très finement ailleurs. Mais, et comme dirait Chargave, il y en a qui ont les promesses, et puis il y en a qui ont les matériaux, lequel des deux vous préférez être? Mais la seule chose, c'est que grâce à ce déport de richesse, l'Allemagne peut faire croire qu'elle est suréquipée. En réalité, elle a payé des équipements avec l'argent, et donc aujourd'hui avec le sang des autres. Et quand un pays se permet ça, au moins on a la décence de ne pas l'admirer. Parce que, encore heureux, mais la seule chose, c'est que ce sont les 3 pays qui perdent à la fois le plus d'argent dans la construction européenne et qui sont les plus grandes victimes de l'austérité, vu qu'ils ne font pas partie des colonies volontaires de l'Allemagne, donc les pays de l'Est, et qui, eux, cotisent au Reich, qui sont l'Espagne, la France et l'Italie, et c'est normal que ce soit les 3 pays les plus touchés. Donc, il est anormal de bénir un pays qui nous saigne et qui saigne toute l'Europe, et qui ne l'emportera certainement pas au paradis vu les conséquences politiques qui seront celles de cette crise. Ok, en synthèse, l'Allemagne a pillé et détruit les systèmes de santé des 3 pays que tu as mentionnés et maintenant essaye de se racheter une bonne presse en envoyant quelques milliards qui leur ont pris sur ces Non, même pas, années. en envoyant des miettes. Et là, par exemple, elle a fait témoigner ce jour, vu que nous sommes le 2 2 avril, avril, ouais. elle a fait témoigner donc la présidente de la commission, Van der Leyen, qui dit à l'Italie: pardon, mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Mais si vous voulez, je pense que le Waffen-SS qui s'excuse est encore pire que le reste. Je te le dis, hein. Je te le dis. Les excuses du bourreau, alors là, c'est surréaliste. Surréaliste.
Bon, passons à un second point, là plus international, la question de l'Algérie. On a vu circuler un article sur les réseaux sociaux provenant de la presse algérienne qui disait que la France a envoyé plusieurs tests, 5000 de mémoire, à destination de la population algérienne, et plusieurs personnes se désolaient de cette décision et peinaient à comprendre pourquoi notre gouvernement cherchait à aider l'Algérie plutôt que sa propre population. Est-ce que tu as un Alors, avis sur la question? Alors, il est extrêmement grave qu'on n'aide pas d'abord les Français, ça c'est évident. Ensuite, si on voit les pays que nous pouvons et que nous devons aider, l'Algérie en fait partie au premier chef. Pourquoi? Parce que s'il y a un effondrement sanitaire de ce qui reste d'État en Algérie, ce qui n'est déjà pas grand-chose, ce sera sur nos pompes. Alors, vous préférez qu'ils fassent le test et qu'ils se soignent là-bas ou qu'ils débarquent à Marseille? Ouais. Surtout que d'un point de vue migratoire, cette crise nous a beaucoup aidés, vu qu'une bonne partie est rentrée chez eux. Bah quoi? Vous n'êtes pas content? Il faut savoir. Mais la seule chose, c'est si vous voulez qu'ils rentrent chez eux et qu'en plus ils y restent, Il faut alors payer. le mieux, ce serait d'aider les Algériens à réindustrialiser leur pays. Mais d'abord, on va se réindustrialiser nous-mêmes si ça ne vous dérange pas. Et je pense et j'espère que la jeunesse algérienne le fera quand elle aura réglé ses propres affaires avec le FLN. Parce que je remarque que cette crise sanitaire a au moins un avantage pour toutes les oligarchies mondiales, c'est qu'avant, il y avait des tas de peuples dans la rue pour leurs droits, et que là, le confinement a permis de mettre tout le monde à la maison. Mais attention, les classes qui prennent le plus en ce moment, c'est les classes gilets jaunes, c'est les caissières, c'est les petites gens, c'est les braves gens qui se font tourner. C'est eux les Chines des pays, dans tous les pays. Et c'est eux qui sont en train de prendre. Donc, quand ça va s'arrêter, faites bien attention quand vous allez nous déconfiner, parce qu'il se pourrait que le diable vous saute de haut à la gueule de sa boîte. Je vous le dis sincèrement. À bon entendeur. On récupère la question européenne et ça sera ma dernière question, Pierre-Yves. Euh, Tu as constaté, comme nous tous, je pense, l'absence de solidarité au niveau européen entre pays, les vols de matériel, on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement à propos de l'Allemagne. Est-ce que tu penses que la situation actuelle, la crise sanitaire, la crise économique qui arrive, va avoir des conséquences à la fois sur la zone euro et à la fois sur même le fonctionnement et la survie même de l'Union européenne? Est-ce qu'on doit... Alors, je vais donner un exemple. Il y a, à mon avis, un article définitif qui est de l'économiste Bernard Comte, qui date des années 2011-2012, qui m'avait frappé parce qu'il était l'un des seuls à travailler en prospective comme nous au CAPEC, grâce à Jean-Luc Schaffhauser et Philippe Murer. Et c'était l'euro vivra, l'Allemagne paiera ou l'euro mourra. Eh bien, je vous le dis sincèrement, ça reste d'actualité. Et donc, l'Allemagne ne veut pas rendre une partie de l'argent par ce qu'on appelle des fonds de transfert et donc une solidarité budgétaire à travers les Corona Bonds, qui était un énième essai de mutualisation de la dette. C'est très simple. Depuis 2010, la France supplie l'Allemagne de sauver la zone et donc de sauver l'Europe. Comme à chaque fois, c'est la France qui se saigne pour l'Europe et pas le reste. Donc, si tu veux, ça a été. En 2010, c'était qui? C'était le nain magyar, c'est Sarkozy. Donc, Merkel a fait Nine au nain, Nine à Guimauve le Conquérant, plus connu sous le nom de François Hollande, Nine à Manu les narines d'argent, donc, et ce sera Nine au prochain aussi. Donc, eh bien, à un moment, cette zone est morte, il faut le dire. L'euro est un cadavre qui marche. Et toute chimère, et ça c'est un fait médical, toute chimère doit mourir. Et cette chose qui n'aurait pas dû naître va mourir de toute façon. Il ne faut pas, elle a déjà vécu à nos frais, il ne faut pas qu'elle meure à nos frais. Et c'est très simple, l'Allemagne ne veut pas qu'il y ait des fonds de solidarité. Très bien. Eh bien, elle a utilisé cette zone pour piller ses propres clients, d'où la faillite du système allemand que nous annoncions, je te rappelle-toi, dès 2012. Et aujourd'hui, nous avons raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'un je crois, sous-ministre d'un Länder a décidé de délester tout le monde de sa présence il n'y a pas longtemps. Et que c'est bien triste, mais ça, c'est une vieille épidémie de l'élite germanique. Parce que quand ils voient qu'ils ne pourront plus dominer, ils se flinguent entre eux. C'est passé la même chose en 1945. Et c'est une sorte de peuple lemming. Que veux-tu? Et le grand problème, c'est que
voilà, la crise économique qui va arriver, qui va être assez lourde. Je rappelle que derrière les premiers chiffres, c'est 35% de rétractation de consommation des ménages sur ce mois de mars, rien que pour la France. Nous risquons de prendre de plein fouet une vague de chômage, de destruction de richesses hors normes. Il nous faudra de l'hétérodoxie plein tube d'un point de vue monétaire et financier. Si nous avions la souveraineté monétaire, ce serait beaucoup plus facile. Malheureusement, vouloir rester dans l'euro et sauver les emplois, je pense qu'on va essayer de sauver l'euro comme on a essayé de sauver le marché intérieur contre les vies des Français. On va préférer tenter de sauver l'euro qui n'est pas sauvable. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Néanmoins, nous avons toutes les ressources de l'hétérodoxie économique, toute la force économique du peuple français. Nous pouvons tout à fait encaisser cette crise qui sera une crise bien plus lourde que ce qu'elle aurait dû être, parce qu'elle a été gérée en dépit du bon sens. Néanmoins, avec un peu d'imagination et un peu de cohésion, nous pouvons nous en sortir. Si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous voulons rester dans l'état de dépendance nationale, et le salaire de l'esclave, c'est le surcroît de servitude. Comment va se passer la sortie de crise selon toi? Je pense que de toute façon, il y aura un retour de la colère populaire, parce que quand je vois qu'En Marche veut négocier ça en nous donnant 5 têtes, qui sont les têtes de Mme Buzyn, Mme Ndiaye, M. Jérôme Salomon, M. Véran et en dernier lieu, Édouard Philippe. Alors premièrement, excusez-moi, déjà d'un point de vue strictement décoratif, d'avoir la tête d'Édouard Philippe dans son salon, il faut vraiment être pervers. Mais en tout cas, c'est pas c'est zébré, Philippe, hein, c'est joli quand même. Oui, c'est vrai, mais par contre, c'est pas pour des raisons esthétiques, vous me l'accorderez. Or, je crois que ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. J'espère que nous n'allons pas vers des débordements violents. Je pense qu'il va falloir penser à toutes les actions individuelles, judiciaires particulièrement, qui devront être entreprises contre les pouvoirs pour mise en danger délibérée. Ce coup-ci, ils ne doivent pas s'en sortir. Il y a eu du sang, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup trop de choses. Ça va nous poursuivre jusqu'au présidentiel, et ça nous met à nous, camp national français, l'obligation d'unité et d'organisation, l'obligation de nous mettre, nous, en marche et de serrer les rangs, parce que la seule force qui restera à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen, dont d'ailleurs vous avez remarqué l'extraordinaire absence et l'extraordinaire vacuité tout le long de cette crise, ce qui est normal. Elle n'a plus d'équipe. Et elle ne peut pas faire ce que fait François Asselineau courageusement, ce que fait Florian Philippot et ce que fait Nicolas Dupont-Aignan, qui eux ont des équipes qui savent lire et écrire. Ça fait déjà pas mal. Donc voilà où nous en sommes. J'espère que nous n'irons pas vers le drame est déjà là. La question, c'est est-ce que le drame est-ce que le drame tournera à la tragédie? C'est très difficile à dire. En tout cas, malheur au pays dont le prince est un enfant. Et là, pour le coup, les Français ont appris douloureusement cette question. La seule chose, c'est que là où est la menace, là croit ce qui sauve, et que c'est en France que des gens se sont révélés dans cette crise. C'est en France, encore une fois, qu'une partie du destin, notre destin, mais du destin plus global se jouera. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Didier Raoult est français et éminemment français. Je pense que c'est pas pour rien que depuis le début de cette crise, dans mon équipe, nous l'appelons Panoramix. Il y a une sorte de gauloiserie typique de ce type-là. Et je pense que nous avons de la chance d'avoir des hommes de cette qualité, d'avoir des gens qui veillent sur notre sommeil. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, le système élitaire français et la classe sociale dégénérée qui le soutient sont arrivés au bout de leur course, et qu'il va falloir beaucoup d'imagination, beaucoup de sueur et beaucoup de larmes pour venir à bout de ce système-là. Mais c'est une passionnante aventure. La France s'en sortira. Le reste s'en sortira ou pas, c'est leurs affaires. Il va falloir plus que jamais dire les nôtres avant les autres. Bien, merci pour cet entretien, Pierre-Yves. Pour nos auditeurs, vous suivez Pierre-Yves Rougiron sur Facebook, sur Twitter. Vous allez faire un tour sur le site du Cercle Aristote.
Vous vous renseignez sur les éditions Perspective Libre et sur la revue Perspective Libre. Et puis, bah, vous allez sur leur chaîne, vous regardez des conférences. Le confinement est l'occasion de s'éduquer. Allez-y, profitez-en. Pierre-Yves, je te dis à très bientôt. Je te remercie à nouveau pour Bientôt, cet mon camarade, entretien. merci. Voilà. Allez, restez en ligne. D'autres entretiens arrivent dans peu de temps. À bientôt.